Le second invité, comme je vous le disais, avec ce couple qui est venu de l'Afrique du Sud, c'était préenregistré. Nous revenons direct avec Joseph Kamwanga, qui vient de la France. Bonjour, monsieur Kamwanga. Bonjour Fabien, bonjour. Alors, je préfère que vous vous présentiez vous-même. Vous aimez bien, quand vous êtes venu me voir, en salle VIP, vous m'avez parlé de vous, je trouvais ça fascinant. Parlez-nous de vous. D'accord, donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, alors je m'appelle Joseph Kamwanga, comme vous l'avez si bien dit, docteur en sciences politiques. Je suis actuellement fonctionnaire à la fonction publique territoriale en France. Et donc vous êtes un Français. Écoutez, une réponse directe, vous êtes français. Franco-congolais, voilà. Bon, le Congo n'a pas besoin de double nationalité. Vous êtes français. Non, je crois que vous avez suivi le discours du président de la République il y a quelques jours. Je crois que cette barrière est tombée. Ne bougez pas beaucoup, hein, les micros risquent de... Cette barrière, ces débats n'est plus d'actualité dans la mesure où nous, fils de ces pays, pouvons revenir, entrer sur les territoires sans au préalable avoir demandé un visa à l'étranger. Donc il suffit de nous se présenter à l'aéroport et d'obtenir son visa et entrer sur les sols de ses ancêtres. Vous continuez Je crois que c'est un débat dépassé. Vous continuez à parler de vous. Tout à fait, oui. Bien sûr. Donc Joseph Kamwanga, je disais tout à l'heure que j'étais cadre en France. Et parallèlement à mes fonctions, j'ai fait également office de consultant en stratégie et communication et même en stratégie et développement. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Voilà. Le reste peut-être c'est dans le débat. Et voilà. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Cadre de l'IDPS en France. Alors tout ça... c'est pourquoi j'ai préféré que vous vous présentiez. Monsieur Kamwanga, dites-nous, selon vous, quelles recettes utiliser, appliquer pour faire asseoir la sécurité dans l'Est du Congo? Alors, pour répondre, pour faire simple... Vous avez souhaité qu'au moment où le président accède aux fonctions de président de l'Union africaine, que la question soit abondamment abordée. Vous dites que même s'il y aura un gouvernement bientôt, que la question sécuritaire soit prioritaire, selon votre constat, alors que vous n'avez que quelques jours à Kinshasa. Vous dites qu'on n'aborde pas assez le sujet dans nos médias. Alors dites-nous, quelles recettes utiliser, monsieur le politologue? Je préfère être appelé stratégiste que politologue. Donc, les recettes, il y en a plusieurs. Mais nous sommes sur un terrain de l'insécurité sur le plan militaire. C'est-à-dire l'État, plusieurs portions des territoires échappent au contrôle de l'État central. Et ces territoires sont aujourd'hui sous le contrôle des bandits. Hein, vous décrivez la situation que nous connaissons. Aucune information de ce que vous dites. Nous allons tout droit au but. Oui. Quelle recette, monsieur? Alors, les recettes déjà sur le plan militaire, si vous voulez qu'on prenne des raccourcis, hein, qui me semblent un peu très faciles à dire, mais on est peut-être tenu à respecter les contraintes de l'émission. Pour faire simple, les contraintes, les recettes, c'est d'abord sur le plan militaire aussi. Sur le plan militaire, je pense qu'il faut une nouvelle doctrine militaire des combats. Parce que ces territoires qui sont occupés aujourd'hui sont occupés, les bandits armés sont tapis dans les... Qu'est-ce que vous appelez, M. Kamwanga, nouvelle doctrine militaire? Il est connu que c'est une guerre asymétrique. Oui.
qu'est-ce que vous appelez nouvelle doctrine militaire? D'accord. Donc il ne suffit pas de dire que c'est une guerre asymétrique, parce que c'est creux. Ça ne veut rien dire, une guerre asymétrique. Donc une nouvelle doctrine militaire, il s'agit aujourd'hui de définir de nouvelles façons de combattre ces bandits armés qui sont sur les territoires, qui occupent plusieurs portions de nos territoires. Définir, c'est-à-dire de nouvelles façons, de nouvelles approches militaires de les combattre, et ceci passe par exemple, il faut rééquiper notre armée par un armement assez adapté, parce que face aux machettes qu'on utilise pour couper les têtes des gens, vider les villages de leurs habitants et les occuper, vous dites il faut un nouvel équipement. Lequel? J'arrive, Fabien. Je disais, il faut quand même aujourd'hui un armement assez adapté par rapport à ces combats, à cette guerre dont personnellement vous avez dit que vous l'avez défini comme étant une guerre asymétrique. Il faut un armement adapté. Ensuite, il faut absolument, à mon sens, renforcer les renseignements. Les renseignements, à mon sens, je pense que nous avons un grand retard en termes de renseignements, parce que les renseignements dans un État moderne... Vous habitez en France, vous venez occasionnellement ici, oui, et vous dites qu'on est en grand retard énormément, comme si vous étiez dans les services de renseignement militaire, et là, vous racontez quoi exactement? Alors, là déjà, pour un docteur, je pense que je n'ai pas besoin d'être là de janvier à décembre pour comprendre ce qui se passe ou pour essayer d'analyser les choses. Je reçois un stratégiste. Justement, ouais. Oui, bien sûr, ouais. J'ai lu énormément. Et donc, vous lisez ce que pas besoin, les étrangers écrivent sur le Congo, vous lisez ce que les Congolais, oui, les vrais Congolais, patriotes, et qui font des analyses objectives de la situation sur le terrain. Vous lisez quoi? Alors, vous lisez qui? Ces analyses que vous dites objectives, j'en sais rien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais pour moi, départ mes compétences dont j'ai quand même expliqué un peu, j'ai participé à des colloques internationaux, j'essaye, je lis, j'analyse, j'ai des contacts sur place, pas la peine de pouvoir citer les amis qui sont au gouvernement ou auprès du président de la République. On raconte beaucoup d'incohérences dans les colloques à l'international sur le Congo. Alors, s'il vous plaît, oui. On a une Colette Brackman en Belgique qui raconte ses histoires sur le Congo comme spécialiste. On a Bob Kabamba à l'université de Liège qui raconte ses histoires sur le Congo. On a beaucoup d'experts sur les questions congolaises et qui racontent des incohérences dans les colloques à l'international. On a eu la chance d'écouter certains dans certaines rencontres, conférences. Vous ne nous dites pas ici que tout ce qui est dit dans ces colloques, c'est la réalité aux paroles d'évangile sur le Congo, non. Et surtout la situation sécuritaire. Non, pas du tout. Ce n'est pas, c'est pas mon propos. Hein. C'est pas mon propos. Je pense que vous n'êtes pas en train de me faire dire ce que j'ai pas dit. Donc, je voudrais tout simplement dire que même ce qui est dit sur ces plateaux, à longueur des journées, sur la question sur l'insécurité à l'est de la République, n'est pas une parole d'évangile. N'est pas une parole d'évangile, mais je pense, puisque vous avez demandé mon avis, qu'est-ce que je pouvais moi apporter comme idée, je parle par exemple de renseignements. Il faut moderniser notre système de renseignements, et de par le monde, on ne gagne pas une guerre, qu'elle soit symétrique ou pas, sans pouvoir avoir des services de renseignements assez efficaces. Les renseignements ont changé aujourd'hui. On est passé des renseignements physiques à des renseignements, modes de renseignement basés sur les nouvelles technologies. On a très peu de gens, on a besoin maintenant, très peu de gens sur le terrain, mais on a besoin, maintenant les machines peuvent transmettre des informations
par exemple, la localisation de ces bandits-là, où qu'ils s'y trouvent, avec je vais dire, il y a des machines qui peuvent prendre des photos, prendre les images, les géocaliser et pouvoir les transmettre au service de renseignement, les analyser et pouvoir les combattre, des nuits comme des jours. C'est vrai, vous me direz que nous n'en sommes pas encore là, mais je vous dis qu'on ne gagne pas une guerre sans pouvoir. C'est basé sur un service de renseignement performant, efficace et crédible. Bon, je ferme la parenthèse Oui. autour de cette affaire de renseignement avec vos machines. Mais certains disent que la solution à l'insécurité dans l'Est n'est pas essentiellement militaire, monsieur Kamwanga. Je suis d'accord avec vous pour ça. Non, c'est pas moi qui le dis. Certains disent. Ah oui, je suis avec ceux-là qui disent que la solution ne peut pas être uniquement militaire. Elle est aussi politique, cette solution. Parce que cette guerre-là, aujourd'hui, à laquelle nous, malheureusement, qui nous fait beaucoup de mal, beaucoup de tort, qui fait beaucoup de tort à la population congolaise, il y a beaucoup d'implications. Il y a aussi des implications étrangères là-dedans. Il y a même des connivences au sein de nos services. Donc, il faut impliquer la société civile également. Il faut également, à mon avis, une solution politique. Donc, il faut combiner toutes ces politiques-là pour pouvoir ensuite espérer pouvoir sortir de ces bourbiers, dans lesquels... Il n'y a rien de nouveau dans ce que vous dites. Tous ces aspects sont scrutés. Ici, peut-être que vous serez bien renseigné non, je sais, mais sur le terrain. Je pense que la différence se trouve dans l'approche. On peut parler d'une solution politique, mais quelle est l'approche que l'on met dans cette solution politique? Certains économistes estiment qu'il faut appliquer le plan Marshall dans l'Est du pays, faire les affaires, les business, occuper les jeunes gens et tout ça, libérer beaucoup de capitaux là-bas, que l'argent soit en circulation, eh bien, on mettra fin à cette guerre. Quelle est votre réaction? Ce n'est qu'une partie, de la solution. On ne peut pas, sachant, bien sûr, je suis d'accord qu'il y a en raison d'une forte demande sociale insatisfaite dans cette partie de la République, et tout comme partout dans notre pays actuellement, on est dans une situation de pauvreté extrême. Il y a une forte demande sociale qu'aujourd'hui l'État a encore du mal à pouvoir répondre. Mais ce n'est qu'une partie, même si on met des milliards, que des milliards, pour pouvoir sortir ces jeunes gens de groupes armés et tout, eh bien, ça ne suffit pas. Il y aura bien sûr des groupes résiduels qui seront insatisfaits et qui vont chercher à répandre des armes pour pouvoir formuler des revendications parfois et même inutiles. Mais tout simplement pourquoi? Parce que c'est une culture qui s'est installée dans cette partie du pays. C'est-à-dire la rébellion, avoir un Kalachnikov à bandoulière, ça valorise. Ça valorise pour certains. C'est devenu un statut pour certains de nos jeunes. Monsieur. Donc, même si vous leur mettez des milliards, eh bien, il y en aura toujours qui trouveront plaisir à aller chercher, à constituer des petits groupes et se promener avec des Kalachnikov à bandoulière. Parce que ça les valorise. Donc, voilà. Monsieur le stratégiste, vous dites que l'instabilité de la partie est du pays a des implications étrangères. Concrètement, quelle approche vous préconisez pour qu'à ce niveau, on puisse stopper les bandits étrangers ou les commanditaires de ce banditisme? Alors, l'approche que je vais pouvoir citer ou reprendre, elle est déjà mise en tuyau. Elle est mise en tuyau par le président de la République. Et qui, dès les premières semaines de sa prise du pouvoir, le président de la République a privilégié une diplomatie active, une diplomatie qui consiste à aller à la rencontre de ses homologues dans leur propre pays, discuter avec eux. Mais à ce niveau-là, vous savez que la diplomatie, c'est la grande hypocrisie, bien habillée, très propre, et que ces homologues dont les pays nous déstabilisent, ces homologues sont au service des multinationales, sont leur volonté
vous connaissez ce qui se passe. Vous êtes En France? Vous êtes en France. Sûrement que vous participez à d'autres colloques en dehors de la France, aux États-Unis, en Europe. Alors, cette grande hypocrisie, comment va-t-elle apporter de solution? Les réunions des bureaux. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui, l'hypocrisie diplomatique entre pays frontaliers ou pas. Parce que nous sommes dans un monde où les pays sont en concurrence, où les pays se combattent, où les pays se mènent une guerre parfois silencieuse, sourde, invisible. Ça, c'est la réalité de la géopolitique. Donc, mais au-delà de cela, il faut toujours maintenir cette diplomatie et tout en, par exemple, en ce qui nous concerne, en refondant quand même notre armée, hein, en lui donnant les moyens qu'il faut pour pouvoir faire face. Je reviens à la diplomatie que vous n'avez pas épuisée. Oui, je voudrais qu'on termine sur donc avec cette piste. Oui, prendre langue avec ses homologues, il est un homme dont le savoir-faire diplomatique au terrain est en train de faire preuve, qui c'est qui est dit Chilombo. Mais tout ne dépend pas des Kagame, encore moins de Museveni ou du remplaçant, du successeur de Nkurunziza, Ndayishimiye. Et le problème, vous l'avez dit, ce sont les multinationales. Est-ce que des réunions des bureaux avec les pays, les dirigeants des pays de la sous-région, c'est ça, c'est fini, on s'arrête là? Ce n'est pas une panacée. Oui, alors qu'est-ce qu'il faudra faire? Ce n'est pas une panacée. Oui. Il faut également quand même user d'une certaine façon de moyens militaires, la coercition aussi, répondre parfois à des provocations auxquelles on assiste et réagir militairement aussi. Pas la diplomatie. Non, on n'est pas dans. Je suis en train de vouloir. Vous me ramenez sur le terrain militaire. Oui, je viens. Alors. J'en viens. Moi, j'attendais que le stratégiste me parle de ce qui peut être fait au-delà de ces réunions de bureau, par exemple, dans des grands cercles des décideurs. Mais bien sûr, au-delà de ces bureaux, nous sommes membres de l'ONU, à part entière, un pays souverain. Nous pouvons actionner à des mécanismes au niveau de l'ONU, et qui peuvent, par une diplomatie active, se retourner contre ces pays et pouvoir parfois voter des sanctions contre ces pays qui aujourd'hui qui mettent en mal notre sécurité. À l'ONU, c'est encore la grande hypocrisie. Le Rwanda, dont le rôle a été connu dans la déstabilisation du Grand Congo, a même accédé au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Vous vous souvenez? La grande hypocrisie à l'ONU, elle est connue à New York. Il ne faut pas qu'on se fasse berner par des choses, des sanctions. Hein? Mais écoutez, Fabien, ça convaincu. Je pense que je ne vous informais pas que le président de la République vient d'être élu président de l'organisation, notre organisation d'unité africaine. Aujourd'hui, je crois il faut encore attendre, c'est une chance. Début février. Oui, d'accord, c'est dans quelques jours, dans quelques semaines, mais c'est une grande chance pour nous. Je pense qu'à ce titre-là, le président de la République va faire bouger tous les leviers, tirer tous les leviers et qui pourront par la suite nous garantir une sécurité pas maximale mais essentielle pour nos populations et même sur notre territoire. Je pense que nous avons la chance, pour la première fois d'ailleurs, après le maréchal les Mobutu, affairistes, nous avons aujourd'hui un président de la République vous pouvez accéder à des fonctions, les réunions des bureaux existent, conférences, sommets et autres. Mais les affairistes ont leurs objectifs qu'ils poursuivent. Mais bien sûr, parce que nous sommes dans un monde hyper capitaliste. Hein? Nous ne pouvons pas y échapper. Hein? Donc, le capitalisme aujourd'hui est exacerbé. Qu'est-ce qu'il fait? Il met en mal les États. Il met en mal les États, la sécurité des États, pourvu que les profits de multinationales puissent encore être beaucoup plus se multiplier et pouvoir régner, disons, exercer une certaine hégémonie sur certains États, faute des moyens, parce que certains États recourent aux emprunts
auprès de certaines multinationales pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir exister. Donc, c'est un de ce que vous dites, c'est quand même un de, je vais dire, les contre-coups, malheureusement, de ces capitalismes exacerbés dans lesquels le monde aujourd'hui est mis en mal. Hein. Donc, voilà, mais je pense qu'il ne faut pas, le président ne baissera pas les bras. Il va user des moyens, tous les moyens qui sont à sa disposition. Il va essayer, avec toute l'expérience qu'il a sur le plan diplomatique, parce qu'il a été, avant de pouvoir être président de la République, déjà, il était déjà baigné dans la diplomatie. Nous espérons, avec ce qu'il a comme compétences, réseau et moyens, pouvoir aujourd'hui nous replacer quand même parmi les États qui ont la paix. On a fini, mais une question provocatrice. Pourquoi la diaspora d'autres pays, éthiopiennes, rwandaises ou ailleurs, elle est très active. On peut dire que toutes ces diasporas sont très actives en bien pour leur pays. Vous, l'élite scientifique, politique, financière, les Congolais, en dehors du pays, c'est toujours des discussions oiseuses. Vous n'arrivez pas à intégrer les milieux d'influence pour faire parler de votre pays et dire les vérités qui se passent sur le terrain. Vous êtes terré dans votre torpeur. Qu'est-ce qui explique l'inefficacité de cette élite congolaise? Alors, en dehors du pays. Oui, ce que vous dites est vrai. Bien sûr mais il faut je dirais une seule chose, c'est parce que aussi avant ce nouveau régime, nous n'étions pas disons associés aux affaires de l'État, au fonctionnement, à ce qui se passe dans les pays. Nous étions marginalisés et je dirais même ostracisés. Donc cela a eu comme effet. Plus combattants. Alors moi je n'aime pas déjà cette appellation combattant parce que je ne le suis pas, parce que cette appellation a été édulcorée en quelque sorte. Le combattant à l'origine, c'était à l'époque dans les années 80-90, des opposants qui militaient pour l'instauration d'un état de droit dans leur pays. Je pense qu'aujourd'hui, où nous sommes associés également dans ce qui se passe dans notre pays, c'est une occasion pour nous de pouvoir nous impliquer, d'être actifs, comme vous venez de le dire, dans l'intérêt de notre pays, la République démocratique du Congo, que nous souhaitons prospère et meilleur pour les générations futures. Maintenant, on va vous voir à l'œuvre. Joseph Kamwanga et toute l'élite congolaise ailleurs dans la diaspora. Maintenant que vous êtes associés, on va vous voir à l'œuvre pour quels résultats. Alors que, il y a beaucoup de choses à dire. Bonne journée. On vous souhaite bon séjour à Kinshasa. Vous y êtes depuis un peu plus de temps. Et nous croyons que vous allez être indispensable pour le développement de cette nation et surtout pour la résolution de la question sécuritaire dans l'Est. Bonjour. Nous vous laissons entre les mains de Arnold Fataki, Apollinaire Manda, qui était à Four-un-Moulin, et également Djibril Mbala et Makesse Arsène, qui était derrière les caméras. Très bonne journée. Carly Mabiela, il était tout œil, et Mike Tomba à la production, plutôt à la programmation, Katalaï Bellarmin à la production et à la rédaction, toute l'équipe, l'administration. Merci de votre collaboration. À très bientôt.